Eh bien, bonsoir. Ravi d'être avec vous ce vendredi soir. On est le 26 juin. La semaine donc se termine, une semaine un peu difficile, en tout cas pour les marchés, hein. J'espère que pour vous, ça a été très bien. Donc, c'est Noël Clément qui vous présente donc ce Market Inside, donc pour XTB. Vous avez le rappel légal actuellement à l'écran. Et nous allons pouvoir démarrer aussitôt sur les actifs traités et surtout sur la clôture européenne. Alors, on va essayer de dérouler assez vite. J'espère que je n'irai pas trop vite, en tout cas. Déjà, le CAC 40, donc clôture en baisse, une petite baisse de 0,18%, en clôturant à 4 909,64. Vous avez le DAX qui, lui, enfonce un peu plus, hein, à moins 0,73%, à 12 089,39. Mais il faut quand même reconnaître que pendant la séance, nous étions montés quand même très haut et que cette fin de séance donc a dans ses germes justement donc des signaux futurs de très mauvais augure. Justement parce que bon, quelque part, avec tout ce que l'on a pu déjà parler et échanger avec ce Market Inside et aussi avec les clients XTB sur le live trading, d'une certaine manière, donc, on peut récolter aussi les fruits donc d'un travail qui fait que globalement, nous n'étions pas haussiers. Alors, nous ne sommes pas bien sûr heureux de voir un marché qui tombe, puisque il répond forcément donc à des souffrances, et ces souffrances actuellement donc sont concrétisées et matérialisées malheureusement justement par cette deuxième vague, ou pour le cas des États-Unis, donc une première vague qui n'a jamais été terminée. Mais disons qu'il ne faut pas se mentir, il faut regarder les choses d'une façon réelle. On peut dire par contre que le marché, donc lui, s'est menti justement encore une fois en allant chercher donc des records et qui ressemblaient d'ailleurs d'une façon assez troublante avec ce qui s'est passé en janvier-février. Et donc, dans la première partie de la matinée, hein, les investisseurs européens se sont d'ailleurs féliciter que il y avait donc de nouvelles facilités du point de vue de la banque centrale, des liquidités justement vis-à-vis de l'euro, euh, justement pour soutenir cette économie jusque 2021. Et ça en soi, donc c'est une bonne chose, bien évidemment. Sauf que valoriser donc, je dirais, toutes ces nouvelles qui arrivent chaque semaine, hein, avec des facilités ou des injections de liquidités font que, à un moment donné, c'est un énorme arbre qui cache toute une forêt. Et cette forêt, justement, euh, elle est un peu décimée vis-à-vis justement de la réalité, puisque euh, petite anecdote, l'indice du Michigan donc est ressorti moins bon. Bon, ça, on va dire que c'est un détail parce que en réalité, ce qui inquiète énormément le marché, eh bien, c'est le fait que les États-Unis, justement, ont encore enregistré donc un pic, alors qu'on est quand même après un certain temps de démarrage, justement, sur le Covid. On a 40 000 nouveaux cas qui ont été donc déclarés. Bon. Et puis aussi, les fameuses hospitalisations, il faut quand même prendre conscience de cela. Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, avec XTB, nous donnons donc ces informations-là quotidiennement. Nous analysons ces informations et nous sommes actuellement aux États-Unis à 179 000 nouveaux cas, enfin, de coronavirus, des personnes qui sont actuellement donc à l'hôpital, hein, ils sont hospitalisés. Ce ne sont pas des nouveaux cas, ce sont des cas cumulés. Euh, et puis justement au niveau donc le site, le centre d'information américain dit, alors ça fait peur quand même quand on connaît donc ces informations, que il y aurait plus de 20 millions d'Américains qui auraient pu contracter le coronavirus, soit d'environ près de 10 fois donc le chiffre officiel, mais quand même 10 fois au-dessus donc de ce que l'on a actuellement, puisqu'on est à 2 millions. Et ce qui indique donc, ça veut dire que le nombre de personnes qui sont sans symptômes, qui sont actuellement donc dans la nature, ou qui ont eu la maladie, ça reproduit quand même 20 millions de personnes. Ça n'est pas rien. Bon. Et on sait également donc
l'État du Texas donc a décidé donc de ne pas réouvrir son économie. Ça aussi, ça a contribué également donc à, à inquiéter énormément le marché. Et donc derrière, comme l'indice du Michigan, il passe un peu inaperçu quand même, pour connaître. Alors là aussi, on a donc le, le Nasdaq 100. Alors on va aller vite. On a quand même pris 5 minutes pour expliquer tout ça, malgré tout. Nous avions donc un Nasdaq, donc justement en H4, j'avais fait donc un décompte hein, qui était en 5 vagues et on aboutissait sur justement la vague 5, qui elle donc définissait normalement une fin de vague B, hein, et qui voudrait dire que nous serions actuellement au début d'une vague C. Et avec les clients XTB, je vais passer donc en H1, qui permet donc de voir que, eh bien, en travaillant tout à l'heure ensemble, eh bien, nous avons donc défini justement une structure en épaule tête épaule. Et je dois dire que, même si effectivement, bien sûr, j'aurais pu l'analyser, mais c'est une idée donc des clients. Et ça, j'apprécie beaucoup justement ce travail en commun que nous avons, puisque j'irais c'est tout, j'irais l'intérêt de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir donc avancer ensemble. Et dans cette structure en épaule tête épaule, nous avons ici l'épaule de gauche, ici la tête, et ici la petite épaule de droite qui normalement elle doit être plus petite. Et actuellement, nous sommes en train de travailler cette ligne de cou, sachant que cette ligne de cou elle est en pointillé, et vous avez une autre ligne de cou qui peut être aussi dessinée, qui est également horizontale. Personnellement, je choisis plus la ligne de cou horizontale parce que elle renforce, je dirais, tout un ensemble d'impact et d'historique, puisque cette ligne de cou donc correspondait, si je remonte donc dans le passé, eh bien, à un sommet qui correspondait justement au dernier record. Et donc, normalement, ici, nous serions donc en train de faire un backtest. Alors, la question, elle est-ce que nous faisons ce backtest et cette ligne de cou échoue, et auquel cas, donc, ça n'est pas une épaule tête épaule, ou bien nous passons en dessous, et auquel cas, donc, si nous passons en dessous, nous cassons le trend dossier qui date depuis le 20 mars. Donc, ça, c'est la question reste entière, et nous l'aurons donc peut-être lundi, tout simplement. Derrière, on va parler donc du DAX. Donc là, ici, j'enlève cet écran et donc nous allons parler du DAX. Alors, le DAX, ça faisait l'objet justement d'une recommandation de ce matin qui cherchait justement donc à rentrer sur le rebond que nous avons actuellement ici, là. Et l'idée, donc, c'est que globalement, même si franchement, en regardant le DAX, il y a aussi une très mauvaise tête, hein, après avoir fait cette dérive latérale, qui était également stimulée par justement des rejets baissiers, puisqu'on venait se cogner à une résistance. Cette résistance-là correspondait à un îlot de renversement baissier que l'on ne voit pas, on en avait déjà parlé donc hier et les autres jours. Mais globalement, donc, nous avons ici une magnifique étoile filante en H4. Ici, nous avons une autre étoile filante, mais qui n'est pas visible en H4, mais en 1 heure, en H1. Et quand on a quand même l'accumulation quand même de ce genre de signaux, qui sont donc des vrais signaux, qui sont en haute tendance, ici nous en avions eu déjà une première alerte, ici donc une deuxième, avec le H4. Puis, avec ce trend que nous avons pu dessiner, on se posait la question si on l'avait cassé ou pas. Il s'avère que la réponse devrait être oui, puisque en l'ayant cassé, nous avons maintenant terminé un backtest, puisque hein, il réagit comme un support, hein, cette ligne de ce trend. Et après, donc, elle réagit comme une résistance. C'est aussi une zone d'inversion de polarité, sauf qu'elle est dynamique, celle-ci. C'est une oblique. Et globalement, l'accélération pour le DAX devrait, pour le CFD en tout cas, hein, intervenir donc si on franchit ce point de basse de ce marteau, pseudo-marteau, parce qu'il y a une mèche haute, donc pas vraiment validé que ça en soit un. Mais ce qui est très intéressant, c'est cette mèche basse ici, là précisément, qui correspond donc à 11 922. Alors je ne l'ai pas donc mis précisément. On doit être à 11 923, 924. Si on passe en dessous, on devrait avoir une régénération donc de cette baisse et on devrait justement donc aller donc dans la zone qui avait été donc proposée la dernière fois quand on en avait parlé pour le DAX en tout cas, qui serait donc la zone des
11 500, voilà, 12 000, 11 500, on est actuellement dessus, et qui correspondrait donc à la moyenne mobile à 377 périodes. Ce que l'on peut regarder aussi sur les oscillateurs, en H4, on voit que le croisement du stochastique, puisqu'on était en dérive, donc le stochastique est efficace justement dans les situations donc, de range, de trading range. Et donc là, normalement, dans un cycle, pour le MAC, le stochastique 14.3.5, eh bien son cycle normal et logique, c'est de revenir sur les 20. Donc on peut dire que là, il y a du voyage encore à faire puisque les 20 ne sont encore pas atteints. Donc les prix, eh bien également, donc devront continuer donc à suivre. En fin de compte, ce sont les prix qui forment le stochastique et non pas l'inverse, bien évidemment. Et pour en ce qui concerne la DX, le DI- a pris de l'avance, il est passé au-dessus de 25, il ne reste plus que l'ADX, qui est en noir ici, pour passer au-dessus de 25 pour crédibiliser donc cette baisse. Derrière, on va parler du S&P. On en parle souvent. Là, je l'ai laissé en H4, mais je vais tout de suite revenir après en H1, en horaire, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dessinées. Là, ici, vous avez donc un corner, le fameux corner de l'analyse matinale. J'en parlais justement, comme quoi donc on devait normalement trouver une résolution donc par une sortie justement donc de ces structures en corner. Ben voilà, c'est exactement ce que l'on a là, un triangle symétrique. Je disais également que bien sûr dans un triangle symétrique, comme il n'y a pas de direction, eh bien nous pouvons donc soit sortir à la hausse, soit sortir à la baisse, mais si on remet quand même dans un contexte fondamental et chartiste, il y a quand même plus d'arguments pour casser ce triangle à la baisse qu'à la hausse. Bon, on avait également donc fait avec les clients donc une structure en diamant qui n'a pas marché. Il faut aussi également en avoir conscience. Tout ce que l'on fait, forcément, ce sont donc des hypothèses qui ont des probabilités de réussite. Il se trouve que là, cette hypothèse-là n'a pas fonctionné. Ceci dit, on reste quand même à l'intérieur du triangle, ça aurait pu marcher. En réalité, ce qui a rejeté les prix, et là je vais passer donc en H1, eh bien, quand on regarde donc comment se comportent les moyennes mobiles, donc notamment la 144 en orange et la 377 en marron, on voit donc très bien que cette moyenne mobile en marron, donc la 377, était flat. L'orange, donc en 144 plus courte, était donc déjà baissière et croise maintenant à la baisse. Donc nous avons quand même, puisque là maintenant la 377 est baissière, il faut que les deux moyennes mobiles soient à la baisse pour que l'on ait une croix mortelle. Et nous l'avons. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà. C'est tout. Parce que bon, quand on regarde après donc le MACD, on voit qu'il est passé en territoire négatif, comme il l'avait déjà fait ici. On voit aussi que l'ADX répond avec un DI- qui a carrément croisé et qui est largement au-dessus de 25. L'ADX, lui, n'a pas encore suivi. Il l'avait fait à un moment donné, hein, quand il était donc sur son premier rush baissier. Maintenant, encore une fois, il n'y a plus qu'à. Donc là, on est bien donc sur le S&P 500. Si j'ai dit DAX, j'ai fait une erreur. Et derrière, donc, on parle du VIX. On en avait parlé aussi. Alors la semaine dernière, ou il y a 2 semaines déjà, j'avais parlé donc du fait que on devait s'arrêter sous cette zone. On l'a fait. On va pas refaire donc à chaque fois le match. Ce qui était surtout intéressant donc de voir et d'observer, c'est que nous avions donc une possibilité d'avoir une structure en épaule, tête-épaule inversée. Ici, épaule de gauche, ici la tête, et il devait y avoir la construction donc de l'épaule de droite. Et on n'est pas déçu, hein, puisque depuis 2 semaines, elle se construit. Et donc là maintenant, il n'y a plus qu'à également à monter. Savoir également que nous avions également apporté une idée sur la possibilité d'avoir une structure en épaule, tête-épaule inversée. Alors, elle est un peu biscornue, parce que la partie là, donc, elle gêne un peu, mais globalement, quand on regarde le VIX, qui est donc lui calculé à partir du S&P 500, qui est contrarien, quand un VIX monte, c'est un indicateur de volatilité implicite. Donc, quand le VIX monte, les indices, eux, baissent. Et bien ici, nous avons une structure ici qui rappellerait donc une structure en épaule inversée, ici en tête inversée, et ici en épaule inversée. Il est clair que si ce soir nous terminons donc sur cette ligne de coup, qui rappelle donc la grande structure que l'on a parlé juste avant, on peut dire, et j'avais déjà dit hier, que la baisse n'a pas commencé. Ce n'est simplement donc, on va dire, un préambule. Voilà, une préface. La baisse, donc, elle est pour plus tard.
Parce que là, l'objectif donc qui arrive sur le VIX, c'est plutôt donc de revenir sur les 53-54. Le T-note, rapidement. Le T-note, donc, c'est bien donc la partie donc obligataire qui est attachée donc au taux d'intérêt sur l'obligataire à 10 ans. Le T-note, donc, c'est le 10 ans. Actuellement, le 10 ans est encore au-dessus de zéro. Et quand on voit le T-note, qui est la partie donc, qui s'échange, qui s'achète et qui se vend, eh bien, elle est inscrite dans un triangle rectangle haussier. Nous sommes ici en daily. Et ce que j'avais donc attiré comme attention, on ne va pas passer non plus beaucoup de temps, mais c'était surtout au niveau économique, puisque derrière, il y a des conséquences importantes. C'est que si le T-note passe à la hausse, il est très probable que nous ayons un 10 ans qui passe en négatif, avec toutes les conséquences que l'on peut après donc sous-peser, et vis-à-vis également de la confiance que l'on a vis-à-vis des banques centrales. Et on peut dire que actuellement, la seule chose qui reste comme poids, comme crédibilité vis-à-vis des banques centrales, c'est la confiance. Voilà, donc il faudra donc se poser la question si effectivement donc on a donc des taux qui passent en négatif, à savoir comment ça va se passer donc par la suite. Bon, en tout cas, à partir du moment où toutes les banques centrales font la même chose, on n'a pas trop de risques. Le jour où il y aura une discordance entre les banques centrales, il y en a une qui va donc continuer donc à envahir de liquidités et que, enfin toutes envahiront donc de liquidités et une va arrêter, va faire donc du tapering comme ça a été fait en 2013-2014 avec Ben Bernanke. Là, on pourra aussi se poser des questions. Donc derrière, on va pouvoir parler ensuite du Dow Jones. Ah ouais, là on déroule, hein. Le Dow Jones, donc on en a plus que 3. 17 minutes, ça va, donc quand même, hein, c'est au pas de course, on avance à la hussarde. Donc nous avons ici, bon, en même temps, voilà, j'irai toutes ces informations-là, donc je ne veux pas non plus donc, vous décliner tout cela donc, comme une liste à l'après-vert, notamment quand je parle justement donc, de la partie fondamentale au niveau justement de, des cas de Covid. Mais c'est important quand même d'en parler. Il faut toujours remettre dans un contexte réel, de vie réelle. Les graphiques, c'est une chose, la bourse, c'est une chose, le côté technique chartiste, c'est une chose, le côté fondamental aussi. Donc, il faut essayer de combiner tout ça. Bon, on retrouve pour le Dow Jones, on est en H4. Nous avons ici ce triangle symétrique. Qui dit que normalement, un triangle symétrique, eh bien, on n'a pas de directionnel. On a vu tout à l'heure le triangle rectangle sur le T-note. Bah, il est grande probabilité haussière. Un triangle rectangle pour qui est à la base horizontale, donc qui est vers le bas, donc qui est plutôt une probabilité baissière. Là, ici, non. Sauf que, encore une fois, avec le côté fondamental et le côté chartiste, il y a quand même plus de probabilité de casser à la baisse. Et apparemment, il a pris de l'avance. Le temps qu'on parle, on l'avait pas cassé. Et donc là, apparemment, donc on a pris de l'avance. Justement sur le H4, sur le Dow Jones. Et vraisemblablement, donc on est en train de le casser. On avait fait également donc une structure en diamant qui, comme le S&P, ça n'a pas marché. Ce n'est pas dramatique de toute façon. Donc l'idée donc c'était donc de faire un mouvement et de la même manière ici donc avant de passer en H1, on peut observer donc ce qui se passe en H4. On a le DI- qui dope également son mouvement donc au-dessus de 25. L'ADX suit. Pour l'instant, il n'est pas passé au-dessus de 25. D'ailleurs, on pourrait faire donc une déclinaison par rapport à ce que l'on a vu avec le VIX. Si nous ne sommes pas encore passés au-dessus de 25 et si effectivement nous y allons, ça veut dire que la baisse n'a pas non plus commencé, même si on est en train de le casser à la baisse. Donc en H1, je peux vous faire peur, mais enfin bon, la peur n'évite pas le danger, hein. Donc autant voir les choses arriver comme en voiture, hein. Il vaut mieux freiner que de s'arrêter contre un mur. Bon, apparemment, le marché préfère les murs. Bon, donc quand on regarde en H1, eh bien nous voyons donc effectivement donc comme le S&P, nous avons un DI- qui est largement au-dessus de 25. Nous voyons une inflexion donc sur l'ADX qui repasse également donc largement au-dessus. Et pour la projection donc de cette structure, eh bien il y avait une première projection justement sur cette partie ici en diamant. On peut la reprendre parce que la forme elle n'est pas si mauvaise que ça après tout. Donc nous avons une première projection donc pour le Dow Jones qui nous emmènerait sur les 23 000, 24 000. Actuellement, on est à 25 000. Et effectivement, déjà, c'était un peu le sujet hier, c'est de dire que, voilà, globalement,
on peut avoir 1000 points de perte et ça serait pas scandaleux dans le contexte actuel. Voilà. Mais si effectivement donc, nous devions donc vraiment donc, faire une projection de ce que l'on a là, eh bien nous devrions normalement projeter toute la longueur là de cette structure en triangle. Et normalement donc on le fait à la sortie. Et si on le fait à la sortie, bien sûr, faut pas faire peur évidemment. Mais globalement, je dis pas c'est le maximum parce que le maximum il y en a pas, ni le minimum, mais une probabilité dit que on devrait arriver sur les 22 000. Voilà. Donc, il y aurait 3 000 à perdre, à peu près. Mais encore une fois, hein, dans le contexte, si on remonte toujours pareil, hein, sur, bon, je vais pas le faire, mais on l'a déjà fait hier. Si on veut revenir donc depuis 2009, on est à 23% là, de retracement. C'est rien. C'est vraiment rien. Je crois que c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Je ne sais plus. On pourrait donc aller le rechercher, mais faudrait le chercher en mensuel. Ouais, ouais, j'avais fait, voilà. Voilà. Donc, effectivement, voilà. Donc, on est à. Bon, si on revient sur 18 000, on sera à 50%. Si on vient donc sur l'objectif que l'on vient de tracer, on sera entre 23 et 38,2. Enfin, je veux dire, on n'est pas non plus en dehors donc des normes absolument incroyables, quoi. On est, voilà, on est là entre 38,2 et 23. Un retracement quand même de ce niveau-là, c'est quand même pas dramatique. Mais on est tellement monté que forcément, donc on a envie donc d'aller toujours plus haut. Et voilà. L'or. Et derrière, le GBPY, là, c'est un peu la surprise. J'espère qu'on aura le temps. Ah, ça va être dur. L'or. Alors, je ne dirai pas qui, mais au moins, donc, il y en a qui se reconnaîtront. L'entrée faite sur 17,50 était pas mal. Il y avait donc l'idée donc d'avoir une structure en épaule tête épaule. On en a débattu. Donc c'était en H4. Et l'idée c'était quoi? C'était le fait de dire que cette structure en épaule tête épaule, je vais vous la dessiner. Je vais faire un gros trait très épais parce que forcément donc il y a tellement eu de travail qui a été fait dessus qu'à un moment donné, on a du mal à s'y repérer. Donc là, on va épaissir. C'est donc de l'orange, d'accord? Et donc ici, nous avons notre structure en épaule, tête-épaule. Voilà, ici. Et nous avons donc la tête qui serait donc située, donc bien sûr, c'est facile à trouver, elle est là. L'épaule de gauche, elle est là. L'épaule de droite, elle serait là. Je dis elle serait, parce qu'en réalité, donc pour valider cette épaule des épaules, qui nous aurait envoyé sur les 1730, ça aurait voulu dire tout simplement que cette petite structure qui ne dure que depuis une semaine, qui a commencé le 22 juin et qui se serait terminée maintenant, le 26 juin, aurait remis en question une structure qui aurait commencé le 22 mai et qui aurait été validée le 19, autant dire une semaine qui aurait battu un mois. Et le raisonnement qui était tenu tout à l'heure, c'était justement de dire que logiquement, une petite structure comme celle-là donc ne devrait pas donc invalider la grande, mais surtout, c'était plutôt l'idée de voir un backtest, de venir chercher donc les prix après être monté à 17,80, de revenir chercher une ligne de coût qui était cassée, donc la ligne de coût de cette structure d'épaule en épaule d'épaule inversée, et c'était un peu logique de revenir donc la chercher pour après repartir donc à la hausse. Et donc j'avais donc émis l'idée, l'hypothèse que normalement cette épaule tête épaule que je viens donc de vous proposer hein, serait invalidée si on franchissait les 17,70 et les 17,70 on ne les a pas encore fait, mais globalement elle ne devrait pas marcher puisqu'elle a franchement une mauvaise tête maintenant. Donc si on a bien une relance haussière sur le gold, nous devrions normalement donc maintenant dépasser les récents plus hauts à 17,80 pour aller attaquer les 1800. Et on va terminer sur le GBPY que l'on m'a demandé. Je ne l'ai jamais fait et donc on va le faire ensemble et on va faire une analyse au départ, comme je la fais à chaque fois. Je pars en mensuel, je regarde donc comment se développe cette structure GBPY et donc je commence à faire ici, je tire mes trends. Alors bien sûr, il n'y a que 2 points. Des trends avec 2 points, on peut en tirer une infinité.
l'idéal, c'est de tirer un trait donc avec 3 contacts. Hein, c'est comme ça qu'on tire des lignes droites. Oui, paradoxalement, pour tirer une ligne droite, il ne faut pas 2 points, il en faut 3. Un impact, 2 impacts, 3 impacts, 4 impacts. On peut dire que là, ici, cette droite-là, elle est bonne. Celle-ci, elle est donc à caution, un peu quand même. On peut voir que le GBPY, donc globalement, donc, il est plutôt baissier, puisque ici, nous avons donc des moyennes mobiles, notamment la 144, qui est donc relativement baissière. D'ailleurs, je vais donc changer l'épaisseur de la 55, c'est pas utile qu'elle soit si épaisse, puisqu'elle est plus courte. Donc, voilà. Globalement, donc, le marché donc, aurait plutôt tendance à former une structure en épaule, en tête et en épaule. J'espère que vous l'avez vu tout de suite. Donc, ça voudrait dire que globalement, on serait plutôt appelé donc, à baisser. Alors, on va essayer. Bon, après, au niveau des oscillateurs, on peut également, donc là, sur la DX, je vous conseille de toujours mettre les 25. Pourquoi J'espère que c'est bon. Ouais, ça marche. Parce que les 25, c'est la zone justement au-delà de laquelle un ADX est en tendance, ou le DI- est en tendance. Là, il est en tendance, donc direction négative. Et on voit également qu'en dessous, donc le MACD est totalement flat, donc il ne donne aucune puissance haussière. Nous voyons également que la moyenne mobile a 55 périodes, qui est une moyenne mobile de Fibonacci, qui est en exponentielle. Eh bien, elle est baissière, elle a fait même un non-croisement haussier, on le sait maintenant, hein, que c'est une catapulte baissière quand on fait un non-croisement haussier. Et donc, tous les prix donc, sont en dessous, donc c'est forcément très baissier. On descend donc en weekly. Je vais faire vite quand même. Hein. En weekly, nous avons donc, en plus de cela donc la moyenne mobile à 377 périodes, qui vient donc compléter donc la panoplie donc du bon analyste. Et donc nous avons ici la 377, la 144, la 55. Elles sont dans l'ordre baissier. Quand on est à la hausse, c'est l'inverse. Hein. Quand on est à la hausse, on a la 377, la 144 et la 55. Donc on retrouve la structure en épaule et épaule. En plus de ça, donc on a la ligne de coup qui est haussière. C'est comme ça qu'il faut qu'elle soit, d'une façon idéale. Et donc, globalement, donc, si nous devions prendre une position là-dessus, on devrait normalement attendre, on va le mettre tout de suite, une rupture de ce niveau-là, ici, excusez-moi, à 123,46. Bon, après, il faudra voir, peut-être que je ferai une recommandation là-dessus, quand ça sera mûr. Mais globalement, donc, on a plus de probabilité de partir à la baisse. Bon, maintenant, si on veut trader donc, ce type d'actifs, il vaut mieux essayer de choper, excusez-moi du terme, attraper ces zones, qui sont des zones qui seraient plutôt comprises entre la 144 et la 377, hein, pour après donc partir à la baisse. Acheter donc les points bas, c'est très risqué, parce que vous risquez le décalage, donc justement au sud. Et donc nous allons terminer avec la partie daily, et surtout cette partie daily, eh bien c'est elle qui va donc nous donner donc le timing, même si pour rentrer je descends les unités de temps, mais là on fait quand même une première analyse hein, sur GBP, JPY. Et là donc nous remarquons quoi? Eh bien tout simplement donc que nous avons encore une fois, comme quoi c'est presque une fractale, on a également donc des non-croisements haussiers à foison. Vous avez ici la 377 qui reste baissière, même si elle est un peu flat. Mais globalement, vous avez toujours des non-croisements à la hausse sur la 144 vis-à-vis de la 377, là et là. Ici, des faux croisements haussiers entre la 55 avec la 144, ici aussi. Donc globalement, donc, on n'a qu'une répétition donc, de faiblesses. Et franchement, un marché qui répète et répète et répète des faiblesses, à un moment donné, c'est pas pour aller faire des plus hauts, a priori. Donc, globalement, on devrait plutôt s'attendre à avoir donc des faiblesses accrues. Après, à savoir si là maintenant pour le court terme, 232, on repasse à 135, c'est évidemment possible. Mais globalement, donc, si vous voulez prendre des positions long terme, faites très attention, puisque globalement, on est plutôt appelé donc à valider une structure en épaule et épaule pour casser donc cette structure ici en bas. Réfléchissez-y, travaillez-le, mais c'était donc aussi une façon pour moi donc de dégrossir. Merci, bonne fin de journée, bon week-end, protégez-vous et vous avez des stop-loss justement pour protéger avec vos surtout donc pour protéger votre capital. Il ne fonctionne pas pendant les week-ends, donc allégez-vous avant si vous êtes chargé et rentrez à nouveau lundi hein, sur les positions, même si vous auriez pu faire une belle affaire. Mais c'est mieux que de jouer comme ça à pile ou face en étant chargé, sinon lundi vous serez sorti de toute façon
L'appel de marge donc, sera donc appliqué par votre banquier. Merci, bonne soirée, bon week-end, au revoir.